Quel plaisir de vous retrouver dans les Maternelles d'Afrique, l'émission sur la famille où on parle de tout sans tabou. Allez, on y va. Aujourd'hui, aux Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter de la grossesse pendant le ramadan. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'ils font quand ils se lèvent le matin. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Michel Tanon. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Fifi qui nous écrit depuis Saint-Louis au Sénégal. Elle me dit « Angela, depuis la rentrée des classes, ma fille de 8 ans fait beaucoup de sport. On ne l'arrête pas, elle adore ça. Question alimentation, je me demande comment m'adapter à son rythme très mouvementé. Que lui donner à manger ?» C'est une très bonne question, hein, Fifi. Si votre fille a augmenté son activité, ça veut dire qu'elle dépense beaucoup d'énergie. Alors, naturellement, qu'est-ce que vous vous dites? Il va falloir que je compense cette énergie dépensée dans son alimentation. On a posé la question à notre docteur Amenito, notre nutritionniste togolais, et il nous dit effectivement qu'il faut trouver le bon équilibre entre ce qui est dépensé et ce qui est consommé. Et ça, vous le trouvez dans une alimentation équilibrée. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'avant que votre fille n'aille faire son sport, 3 à 4 heures avant, il faut s'assurer qu'elle ait un bon repas. Donc un bon repas, par exemple, ça va être une sauce feuille avec de la viande blanche et du riz. Pourquoi? Dans le riz, on a ce qu'on appelle les sucres lents. Ce sont des glucides qui vont tout doucement se distiller dans le corps et donc qui vont donner l'énergie suffisante pour le sport. La viande blanche pour les protéines pour les muscles. Et je dis souvent que dans les feuilles vertes, on trouve des vitamines, notamment de la vitamine B9, qui est excellente pour la concentration. Après avoir effectué donc son activité sportive, il faut prévoir 1 à 2 heures après environ un encas. Donc un encas, ça peut être donc du déguet, donc du yaourt fermenté auquel vous ajoutez un peu de papaye. Vous savez que la papaye, c'est le meilleur fruit qui existe. Et là, vous vous assurez de combler tous les besoins de votre fille en parlant justement de meilleurs fruits. Vous savez que dans vos jardins, il y a une plante que l'on retrouve très souvent, mais vous n'imaginez pas tous les bienfaits qu'elle a. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du moringa? Eh bien, j'en ai aujourd'hui avec moi. Si vous regardez bien, on en a partout, hein, ça pousse partout chez nous. Et cette plante-là, elle est juste extraordinaire parce qu'il y a tout dans le moringa. Aujourd'hui, c'est très à la mode, hein, les Occidentaux mettent des extraits de moringa partout. Et à juste titre, le moringa, par exemple, est-ce que vous savez qu'il est tellement riche en calcium que vous en trouvez beaucoup plus que dans le lait ou les yaourts? Est-ce que vous saviez ça? Regardez, j'ai de la poudre, par exemple, de moringa. Est-ce que vous saviez que dans le moringa, vous avez donc des protéines? Les protéines, c'est super pour l'énergie. Vous avez du potassium, que vous avez des fibres, c'est bon pour la digestion. Donc, c'est super pour les enfants. Vous en mettez un petit peu le matin dans votre lait ou dans votre chocolat. Et puis là, c'est parti pour une super journée avec tout ce qu'il vous faut. Alors, je vérifie si j'ai bien répondu à la question de Fifi. Oui. Si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde sur l'alimentation ou si vous avez des recettes que vous souhaitez partager, alors vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, je fais attention à comment je m'installe parce que sinon je vais me faire engueuler par les collègues. Vous savez, je sors d'un tournage. Sur ce tournage, j'avais deux personnes qui ont expérimenté, qui n'ont pas expérimenté, qui ont jeûné pendant le ramadan. Et c'était compliqué parce que je me souviens qu'à chaque fin de journée, je ne sais pas si vous êtes dans le métier, mais les tournages, c'est assez prenant physiquement. Donc déjà, quand on mange normalement, c'est compliqué, mais alors en plus, quand on est en pleine période de ramadan et qu'on jeûne, c'est difficile. Alors, pendant la grossesse, quand on sait ce que c'est, ce que ça demande au corps, expérimenter le jeûne pendant la grossesse, qu'est-ce que ça implique? J'ai 2 femmes aujourd'hui qui vont nous expliquer, qui vont nous raconter, qui vont témoigner de leur expérience pour vous qui passez peut-être par là. Alors, aujourd'hui, je reçois le docteur Aminata Koné Kane,
Vous avez 37 ans, vous êtes dentiste, vous êtes animatrice et écrivain. Tout ça là. Vous êtes maman de 8 enfants. Donc, Noura qui a 17 ans, c'est ça. Ramadan qui a 14 ans. Mohamed qui a 11 ans. Mahmoud qui a 9 ans. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. On est bon jusque-là. On est bon jusque-là. Donc, Hamid qui a 7 ans, oui. c'est ça. Bassid qui a 5 ans. Oui. Ryan qui a 2 ans. Et Amir, le petit Amir qui a 3 mois. Le compte est bon. Merci beaucoup. Je reçois également Zénab. Zénab, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes contrôleur de gestion. Vous êtes la maman de Ali qui a 2 ans et 8 mois. Et Ayoub qui a 10 mois. C'est bien ça? Exactement. J'ai réussi. Et je reçois la sage-femme Madame Gonto. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans la Maison des maternelles d'Afrique. Merci beaucoup d'être venue nous éclairer avec votre expertise. Alors, nous vous avons posé la question à vous qui nous suivez sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous aviez jeûné alors que vous étiez enceinte pendant le Ramadan et vous avez été 85% à nous répondre non. Alors, je vais commencer avec vous, Dr Konekan. Vous avez 8 enfants et 8 grossesses, du coup. Oui. Et parmi vos 8 grossesses, il y en a 4 qui sont arrivées pendant le Ramadan. C'est ça. Et vous avez décidé de jeûner. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu le temps d'abord de me renseigner et sur la compatibilité entre le jeûne et la grossesse. Oui. Et j'ai pu voir quand même que toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne. Si le jeûne et la grossesse peuvent aller ensemble, toutes les femmes enceintes ne peuvent pas jeûner. Et Dieu merci, je ne faisais pas partie de ce cas-là. Étant étudiante lors de ma première grossesse, il m'arrivait de passer des journées entières sans manger. J'étais déjà dans le dernier trimestre parce que j'ai accouché pendant le mois de Ramadan. J'ai jeûné 26 jours sur les 27. Wow. Et je partais accoucher étant jeune. Wow. Wow. Et j'avoue que mes connaissances on va dire médicales, m'ont énormément aidée parce que je me renseignais sur tout. J'avais des encyclopédies médicales que j'allais lire pour voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Je regardais mes constantes, je passais au peigne fin mes analyses, mes résultats d'analyse médicale pour m'assurer que je ne me faisais pas de tort à moi-même ainsi qu'au bébé. Parce qu'encore une fois, il nous a été rappelé qu'on ne peut pas adorer Dieu au péril de sa vie. Concrètement, donc ça représentait quoi? Comment vous faisiez? J'évitais de me fatiguer en journée, c'est-à-dire que les activités physiques trop prenantes, je les évitais. Et lors de la rupture, je faisais une rupture tout en douceur, mais je veillais à m'hydrater énormément. Donc, je buvais énormément d'eau à la rupture, 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et comme à l'époque, donc, je suis étudiante, l'université n'étant pas loin de la faculté, on avait des programmes plutôt relax, donc je passais plutôt le clair de mon temps couché, quoi. Voilà. Donc, je ne me fatiguais pas. Je ne me fatiguais pas. Du coup, je n'avais pas besoin de faire une dépense d'énergie supplémentaire qui ne serait pas comblée par le fait de ne pas manger vu que je jeûnais, par exemple. Et vous, alors, pour vous, comment ça s'est passé? Donc, vous avez 2 enfants. Oui. Pour le premier, est-ce que vous avez été enceinte pendant la période du Ramadan? Oui. Pour le premier, je crois que c'est 1 mois après. Voilà, 1 mois après avoir appris que je suis enceinte, que le Ramadan a commencé. Donc, j'étais en plein dans le premier trimestre, donc je ne pouvais vraiment pas du tout jeûner. J'étais malade comme pas possible. Donc, c'était les vomissements? C'était les vomissements, ouais. Les nausées, ouais. Les céphalées. Et j'ai été alitée, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, ouais. Peut-être 3 fois. Durant les 3 premiers mois. Si donc on rajoutait le jeûne par-dessus. Voilà, donc je n'y pensais même pas. Ouais, ouais. Je ne pensais même pas au jeûne, j'avais d'autres problèmes, quoi. C'était ma santé d'abord, oui. Et le bébé. Et la deuxième grossesse? Et la deuxième grossesse, bon, j'avais déjà passé tout ça, les vomissements et tout. J'étais à 5 mois de grossesse. Oui. Voilà. Et donc, j'ai décidé de jeûner parce que je me sentais bien, je me sentais en pleine forme et tout. Premier jour, deuxième jour, parfait. Il me demande, tu es sûre que ça va? Je dis oui, ça va. Donc après, on se rapproche de la moitié, voilà, la première moitié du mois et je commence à ressentir les effets du jeûne vraiment. Les céphalées qui commencent et les petits vertiges de temps en temps quand je suis arrêtée dans la cuisine en train de faire le dîner et tout. Je sens que ça ne va pas trop, mais je voulais
je voulais toujours continuer. Voilà. Donc, je suis forte, je suis voilà, forte, je me disais intérieurement, je suis forte. J'ai déjà dit que je peux, donc oui. Il faut que j'y arrive. Et là, j'ai continué, mais le 15e jour exactement, le 15e jour, là, c'était plus possible. Je me sentais très mal. Ah. Je me sentais très mal. C'est-à-dire quoi, la tête qui tourne? Oui, la tête qui tourne. Quand je cuisinais, j'avais des vertiges, je m'asseyais un peu. Ah, oui. Et après, je me lève, je reprends. D'accord. Et j'ai tenu jusqu'à la rupture 18h30 par là. Et après avoir mangé, maintenant on devait faire la prière et tout. Il faut se tenir debout pour prier. Donc là, je me suis arrêtée. Quand mon mari a commencé la prière, là, je me suis effondrée. C'est vrai? Oui. Vous avez fait un malaise? Oui, j'ai fait un malaise et immédiatement, il s'est retourné quand il m'a vu. Il a essayé de m'aider à m'adosser et tout. Il m'a dit, là, c'est bon, tu arrêtes. La sage, je vous demande, déjà, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme qui est enceinte? Alors, pendant la grossesse, la femme porte en elle une autre vie. Donc, elle a le bébé. Et le bébé dépend entièrement de l'équilibre métabolique de la maman. Donc, tout ce que le bébé va utiliser pour se développer ses organes et être en bonne santé provient directement de la maman. De la maman. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on décide de faire un jeûne, indépendamment du fait qu'on soit enceinte? Donc, lorsqu'on décide de faire un jeûne, indépendamment du fait qu'on soit enceinte, on va priver le corps de nourriture pendant une certaine période. Et donc, pendant la période où le corps sera privé de nourriture, l'organisme va aller puiser dans les réserves pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la rupture du jeûne. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte et qu'on jeûne? On va priver le bébé pendant toute la période du jeûne de nutriments si on n'a pas suffisamment de réserves. Et quand on est enceinte, quand on jeûne, on va priver également son corps d'eau pendant une bonne période, ce qui pourrait causer une déshydratation. C'est le risque majeur et c'est vraiment dangereux pour la maman et pour le bébé parce que la déshydratation pourrait entraîner une infection urinaire. Et les infections urinaires pendant la grossesse, attention, danger, ça peut être facteur d'accouchement prématuré. Donc, ce que j'entends, le docteur Konekan l'a dit très bien tout à l'heure. Vous avez dit, moi, j'ai fait très attention à voir si j'étais en condition pour pouvoir pratiquer le jeûne. Et quand j'ai vu que j'étais en condition, étant médecin moi-même, eh bien, je me suis autorisée à le faire. Seulement pour ma dernière grossesse, je me suis aperçue qu'à un moment, je commençais à faire des contractions. Et donc là, j'ai privilégié donc, ma santé, la santé de mon bébé. J'aimerais revenir sur donc, les 3 grossesses d'avant. Donc là, vous avez eu donc, les 3 grossesses où vous avez donc, jeûné alors que vous étiez enceinte. Quels sont les tuyaux? Qu'est-ce que vous avez fait pour tenir le coup? Alors, pour moi, tout est une question de mindset, tout ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que quand on se met dans l'esprit, qu'on est dans la privation et qu'on ne garde du jeûne que sa dimension où on s'abstient de manger et de boire, on accuse le coup. Parce que, regardez un peu ce qui se passe. Une femme enceinte peut ne pas manger toute la journée, ça n'émeut personne. Mais il suffit qu'elle dise « je jeûne » pour qu'on crie au scandale. Comme si les mots ont effectivement une influence. D'accord. Et donc, l'influence des mots, moi, ça, je l'ai comprise. Et donc, je l'ai adaptée à ma propre personne. Je ne suis pas dans la privation de manger et de boire. Je ne suis pas que dans cet élan-là, dans cet état d'esprit. Donc, il y a l'état d'esprit, première des choses. Deuxième des choses pour moi qui était très importante, c'est qu'à tout moment, je peux arrêter. Rien ne me contraint à le faire, si tant est qu'il est avéré que ma vie ou la vie de l'enfant est en danger. À partir de ce moment, rien ne m'y oblige. C'est un choix. C'est un choix encore personnel et qui peut être réévalué en cours de chemin. Et on peut décider d'arrêter, essayer, ça ne marche pas, on arrête. Ou, bien sûr, sous surveillance médicale, que le médecin vous dise non, c'est une grossesse trop à risque, mais il faut être quand même à l'écoute de son propre corps. La sage, quelles sont les contre-indications médicales quand on est enceinte et qu'on veut faire le jeûne pendant le ramadan? D'accord. Et lorsque la femme enceinte souffre de pathologies, c'est-à-dire de maladies métaboliques chroniques, telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète. Et si la femme enceinte souffre d'une anémie, également si le bébé a un problème au niveau du liquide amniotique, il y a des moments où il n'y a pas suffisamment de liquide amniotique. Ces maladies métaboliques chroniques, par exemple, vont exiger la prise de médicaments de façon continue, pendant même la période du jeûne. Elle doit manger pour pouvoir prendre ces médicaments. Donc le jeûne risquerait d'aggraver
son état. D'où l'importance vraiment d'être suivi. Le suivi médical, je pense que c'est obligatoire quand on est enceinte de toutes les manières. Absolument. Il faut d'abord avoir l'avis de son médecin, sa sage-femme. N'ayez pas peur, les femmes. En général, les femmes pensent que dire à la sage-femme que je vais jeûner, tout de suite, elle ne me comprendra pas. Elle va dire non, 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 il ne faut pas jeûner. Non, la sage-femme ou le médecin va vous examiner, faire le point de votre santé, de votre état de santé et vous dire si vous pouvez ou pas jeûner. Et si vous pouvez, elle vous dira comment il faut le faire pour ne pas que ça parte dans tous les sens et qu'on se retrouve après malade ou bien que ça n'aille pas du tout. Voilà. Alors, dites-moi, la sage, vous avez dû recevoir, je suppose, avec votre grande expérience, des femmes qui jeûnaient pendant le ramadan. Vous avez peut-être dû recevoir des femmes qui étaient sous influence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des femmes qui vous disent en fait, je suis fatiguée, mais mon entourage me dit que il faut que je fasse. Oui, j'ai une de mes patientes comme ça, quand elle est venue à la consultation, je l'ai trouvée vraiment très fatiguée, je l'ai trouvée pâle, affaiblie. Et elle avait même perdu du poids parce qu'à chaque consultation, on prend le poids. Et je me rends compte que le poids du mois d'avant, elle avait perdu 1 kilo. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu as maigri? Elle me dit, ah la sage, c'est le jeûne, c'est le carême, que je mets carême. Je dis, comment ça tu mets carême? Elle dit oui, que je suis dans la cour familiale, je suis dans la cour de mon mari avec ma belle famille, que tout le monde met carême, s'il n'est même pas là. Et le poids social, le poids du regard fait que la dame se sent obligée de jeûner. Malgré toutes les explications que j'ai pu lui donner, elle n'a pas arrêté le jeûne. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui demandais de revenir me voir chaque 2 semaines. C'est ça. Au moins que je prenne les constantes, que je prenne la tension, que je prenne le poids, que je m'assure que les battements du cœur du fœtus sont réguliers, vraiment que je m'assure que ça va. Mais bon, elle n'était pas vraiment en grande forme et je craignais vraiment pour elle. Je comprends. Moi ce que j'entends dans ce que vous dites et dans les témoignages de ces magnifiques femmes, c'est qu'il y a un moment, il faut écouter son corps avant d'écouter les autres. Et même si, effectivement, dans le cas de cette dame, je peux comprendre la pression familiale, on vit dans une cour commune, effectivement, on subit le regard de l'autre. Effectivement, je pense que vous l'avez très bien conseillé. Allez voir régulièrement les médecins pour vous assurer que vous ne vous mettez pas en danger et que par conséquent, vous ne mettez pas en danger la vie de votre bébé. On pourrait même conseiller les femmes qui souhaitent jeûner. Même si ce n'était pas conseillé, on pourrait leur dire comment le faire. Beaucoup ne savent pas, par exemple, qu'il faut s'hydrater. Beaucoup ne savent pas également que le repas de la rupture doit se composer de boissons chaudes, de boissons sucrées qui peuvent permettre à l'organisme de récupérer rapidement tout ce qu'il n'a pas eu pendant la journée. Beaucoup ne savent pas qu'elles doivent séparer le repas de la rupture et le dîner d'au moins 2 ou 3 heures. Et au dîner, on se gave. Beaucoup de personnes mangent des choses qu'elles ne devraient pas, en voulant peut-être rattraper ce qu'on n'a pas mangé dans la journée. Et l'organisme ne va pas assimiler ça, ça va aller se stocker. Et quand on mange très lourd à ce moment, le lendemain matin, on réveille à 4 heures, souvent on n'a pas faim. Et on est tenté de faire ce qu'il ne faut jamais faire, de sauter le repas de 4 heures du matin. Donc on récapitule la sage, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. À partir du moment où on est dans la situation, on décide de jeûner alors qu'on est enceinte. Quand on rompt le jeûne, la première chose à faire, c'est qu'on rompt avec une boisson chaude et sucrée. Et sucrée. Pour récupérer tout de suite de l'énergie. Est-ce qu'on consomme des fruits secs? Oui, des fruits secs, des dattes par exemple, des oléagineux aussi. Tout à fait. Secs. Parce que c'est riche en protéines. Les dattes, par exemple, sont riches en fibres. Et donc, pour le transit intestinal, surtout que quand on est enceinte, on a de gros problèmes de digestion. Donc, les fibres, il y en a beaucoup pendant le ramadan, les dattes. Voilà, exactement. Donc là, on en profite. On attend 2-3 heures. Et là, on va sur un repas équilibré. On évite tout ce qui est lourd. Oui, tout ce qui est gras. Tout ce qui est gras. Trop gras, vraiment. De façon générale, on l'évite, mais encore plus quand on est enceinte. Il faut faire attention pour 2. Donc, on va prendre des fruits, des légumes, de la viande blanche si on peut. Si on ne peut pas, ce qu'on a sous la main. Mais veillez à ce que ce ne soit pas trop gras. On prend un premier repas, on attend 2-3 heures, on fractionne le plus possible. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vers 23 heures, minuit, si on est encore réveillé, on mange. Quand on se réveille à 4 heures du matin, on ne saute surtout pas le repas. Non, et entre-temps, on boit de l'eau.
Je précise. Oui. On boit. Voilà. Bon, merci beaucoup, mesdames, pour votre témoignage. Sincèrement, c'était important pour moi de faire cette émission et d'informer ces femmes qui nous regardent et qui vont donc jeûner. C'est mieux de jeûner armées quand même. C'est mieux d'être informé. Et puis pour toutes ces personnes qui ont dans leur famille quelqu'un qui est enceinte et qui va traverser le Ramadan, ne la jugez pas parce que vous ne savez pas si elle est en état de le faire. Vous ne savez pas. Donc, ne la jugez pas. Regardez de nouveau l'émission et puis vous allez comprendre que d'abord, c'est un choix personnel et ce n'est pas parce que, moi, c'est mon point de vue, hein, ce n'est pas parce que cette personne décide de ne pas jeûner qu'elle n'a pas la foi. Qu'elle n'a pas la foi. C'est que les conditions physiques ne le permettent pas. Mais dans certains cas, la foi même, c'est de ne pas jeûner quand on sait qu'on peut mourir de ce jeûne. Voilà. Je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup, Dr Kane-Kone. Merci, Zéna. Merci beaucoup, la sage, d'être venue nous éclairer. Je vais recevoir maintenant une femme extraordinaire, mais avant ça, la récré. On dresse le lit, ensuite on se lave, ensuite on porte la robe de l'école. On prend notre café et on s'en va à l'école. On prend le petit déjeuner, on se douche, on boit le lait. Ah, bonjour Michel. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ben, écoutez, ça va très bien. Alors, vous savez quoi? J'aime beaucoup cette rubrique. Parce que cette rubrique, c'est une rubrique où je reçois des femmes inspirantes. On l'appelle « Elles l'ont fait ». Des femmes qui ont un parcours qui intéresse. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui dans la belle maison des maternelles d'Afrique. Vous êtes maman, Michel? Oui, de 3 enfants. 3 enfants qui ont des prénoms, enfin, pas des prénoms particuliers, mais vous avez pris vraiment un soin particulier à choisir ces prénoms-là. Oui, racontez-moi. tout à fait. Ben, écoutez, ma fille, elle a 18 ans. Elle s'appelle Tchéi, qui veut dire la lune en langue maternelle BT. Et la lune, c'est un astre mystérieux. Alors j'ai voulu avoir une fille mystérieuse et c'est réussi parce qu'à 18 ans, elle est vraiment une lune pour moi. Elle est claire, elle a ses zones d'ombre et de lumière. Et c'est magique comme le nom agit sur la fille. C'est vrai. Mon fils qui a 14 ans, il s'appelle Sigli, qui veut dire le sucre. Sigli. Sigli, le sucre. Oh. Et c'est un garçon sucré. Je peux vous le confirmer, il est adorable. Vous le mangez tout le temps, quoi. Il se fait croquer, il est adorable, sucré comme le sucre. Et le dernier, il s'appelle Yenou. Yenou qui veut dire littéralement j'accepte, j'ai compris. Et je l'ai pris dans le sens de j'accepte ce cadeau de Dieu parce que c'est un bébé surprise. Ah, voilà. il est arrivé comme ça. Comme une surprise, comme un cadeau de la vie. Vous êtes BT alors? Je suis BT. BT qui est donc une ethnie de Côte d'Ivoire. De l'ouest, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors dites-moi, vous êtes enseignante et vous êtes conteuse. Oui. Donc vous animez des ateliers pour les enfants, c'est ça? Tout à fait. Alors racontez-moi comment ça se passe avec les enfants. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, avec les enfants, déjà, nous recréons un cadre qui est autour du feu de bois. Donc nous avons un feu de bois en bois, mais on fait comme si c'était un feu pour de vrai. Et autour de ce feu de bois, là, nous recréons l'ambiance magique du conte où nous partageons des histoires qui font rêver, qui font voyager et qui développent aussi l'imagination des enfants. Et à travers ces espaces-là, les enfants découvrent la culture ou redécouvrent la culture africaine. Et avec la magie du conte, on arrive à communiquer autrement avec les enfants. Donc en fait, vous en tant que conteuse, vous racontez une histoire. Oui. Et ensuite vous faites réagir les enfants. Comment ça marche? Mais le conte, c'est une création interactive. On ne peut pas dire le conte sans la vie, sans l'accord des auditeurs déjà. Donc au départ, on a le protocole du conte où dans ma culture, on demande la permission avec un mot magique qui est donlé. Donc quand je dis donlé, ça veut dire est-ce que vous voulez écouter un conte? Est-ce que vous m'autorisez à vous dire un conte? Et le public répond do. Donc à partir de ce moment-là, il y a un pacte qui est signé entre le conteur et son auditoire. Et ainsi de suite, on continue l'aventure en disant le conte, en partageant des chants et des danses avec les enfants. En général, ce sont des chants très simples et les enfants retournent de nos ateliers de conte avec le chant aux lèvres et toute la semaine, ils basculent
fascine les parents avec le chant du conte. Les parents m'appellent même parfois pour me demander de leur rappeler le texte du conte. Et c'est vraiment magique parce que les enfants repartent de là avec des étincelles dans les yeux et beaucoup de bagages culturels qu'ils ont envie de mieux comprendre et de s'approprier aussi. Donc c'est un défi pour moi de donner la culture en partage, de donner ma culture en partage à nos enfants. Et donc, vous avez toujours voulu faire ça? Comment l'idée vous est venue? L'idée m'est venue parce que j'ai commencé à enseigner à l'université. Figurez-vous que les adultes, les jeunes adultes que j'avais devant moi en amphi ne s'intéressaient pas à la lecture parce qu'ils percevaient la lecture comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire. Alors j'ai voulu inverser la tendance et je me suis dit comment faire, et je suis partie, j'ai quitté les amphis universitaires pour aller à la maternelle, aux écoles maternelles, et j'ai initié ce projet de conte, et c'est à partir de là que je suis devenue écrivain-conteuse parce que j'écris aussi des livres de contes pour les enfants, pour leur dire que ces belles histoires, vous les retrouverez dans des livres. Donc en partageant notre culture, on leur montre que le livre peut aussi nous faire voyager parce qu'on a l'idée que le livre c'est un objet physique qui n'a rien, qui ne parle pas. Alors que l'histoire dans le livre nous parle et on voyage énormément à travers les livres et tout se fait dès la petite enfance. Donc lorsque l'habitude de lire, de tourner des pages, de rêver des personnages se prend à la petite enfance, on grandit avec le livre comme compagnon et notre slogan c'est « Mon ami le livre ». Mon ami le livre. Tout à fait. C'est super, avec la nouvelle génération, vous savez, on est très sur tout ce qui est connecté, les tablettes et autres. C'est quand même bien d'aller sur quelque chose de concret. Oui, mais je vais vous dire, ma fille, elle lit sur sa tablette. Bon, après, elle lit quand même. Elle lit quand même, c'est ce que je me dis pour me consoler. Mais le contact avec le papier, c'est irremplaçable. Je pense que c'est magique et c'est irremplaçable. Alors, Michel,